Salut, moi c'est Caro. Puis moi c'est Chloé. On est conseillère en emploi au Centre conseil Libre Emploi. On a beau dire qu'on se définit pas juste par son travail, il reste qu'avec le temps qu'on y passe puis l'énergie qu'on y met, c'est assez important d'en parler. Fait que c'est ce qu'on va faire dans notre balado. On va parler métier, santé mentale et physique, discrimination, casier judiciaire, puis plein d'autres affaires qui tournent autour du marché du travail. Bienvenue à notre balado, le balado des sans-emploi. Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du balado des sans-emploi. Allô Chloé, comment tu te sens? Allô, ça va? Honnêtement, Caro, je suis vraiment excitée. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'un an, là, en fait, avec la pandémie et tout. Puis je suis vraiment contente que ça aboutisse enfin. J'ai bien hâte de voir le résultat. On est enfin installés, on est en studio pour enregistrer le premier balado. C'est vraiment excitant. D'ailleurs, on remercie le Studio Expression qui nous prête ses locaux pour enregistrer le balado. Puis en plus, on débute en force avec un invité qui est super trippant. Mais avant de l'accueillir, j'aimerais ça qu'on se présente un peu. C'est la première fois qu'on se réunit. Donc, moi, c'est Caroline. Puis moi, c'est Chloé. En fait, on est tous les deux conseillères en emploi pour le Centre conseil Libre Emploi dans Limoilou. Libre Emploi, en fait, c'est un service qui est offert à la population où on peut faire votre CV, lettre de présentation, vous préparer à une entrevue, pratiquer une entrevue aussi, mais on peut également aider les gens à postuler pour des emplois, à trouver des emplois qui sont intéressants pour eux. Bref, on s'adapte à la personne qui est devant nous pour vraiment l'aider dans sa recherche d'emploi. Le balado, c'est sorti d'une longue discussion entre moi et Caro où on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus pour aider. Des fois, on se dit, j'ai des questions qui me viennent de mes clients, puis là, je me demande, est-ce qu'on pourrait répondre de façon générale à ça pour peut-être plus instruire les gens, mais rendre un peu plus ça le fun. Puis quoi de mieux que de parler à des gens qualifiés dans le domaine, par exemple, pour le faire puis rendre ça intéressant. Fait que c'est pas mal ça qui est sorti du balado. On a décidé de se lancer là-dedans parce que c'est quelque chose qu'on aime écouter, premièrement. Puis c'est quelque chose qu'on trouve plaisant. Puis c'est vraiment ça. C'est ça, Caro? Oui. Bien, maintenant que c'est fait, on va accueillir maintenant notre invité qui va nous parler d'un sujet qui est super intéressant. C'est un sujet qui suscite beaucoup de questions, qui est tabou quand même. Puis je pense que ça va intéresser beaucoup de gens d'en savoir plus. Donc, on va parler, en fait, des impacts du casier judiciaire. On a avec nous Daniel Poulin-Galland, qui est criminologue et directeur de l'organisme Alter Justice à Québec. Allô, Daniel. Salut, Caro. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui. Eh bien, merci d'être là aujourd'hui. On est très contents de te recevoir pour notre premier épisode. Donc, pour commencer, on va se lancer dans le bain tout de suite. Parle-nous un peu de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené au monde de la criminologie puis à Alter Justice? Premièrement, salut à Chloé aussi. Oui, allô! En fait, moi, j'ai vraiment un parcours atypique là, dans le milieu de l'intervention. Je suis quelqu'un qui a étudié en premier lieu en cinéma. Donc, j'ai étudié en cinéma, j'ai fait mon DEC. Je suis allé ensuite en animation 3D. J'ai aussi mon DEC en animation 3D. Et toutes sortes de situations de vie ont fait en sorte que je n'ai pas trouvé d'emploi dans mon milieu. Donc, je me suis réorienté. Je me suis fait parler de la criminologie, le baccalauréat. Puis là, j'étais comme, ah ouais, je vais pouvoir faire comme dans CSI. Ça va vraiment être cool. Je vais être sur des scènes de crime, voir du sang, puis toutes les choses dégueulasses, puis tout ça. Finalement, je me suis rendu compte que non, c'était pas ça la criminologie. Ah non, ouais. Pas du tout. Puis, en fait, je suis passé du certificat au baccalauréat parce que ça m'intéressait beaucoup trop, le côté humain de la criminologie. Ce qui m'a amené à faire mon bac, à faire un stage et à travailler chez Alter Justice à la sortie de mon bac. Cool. Puis peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Alter Justice? Qu'est-ce que ça fait en surface? On ira plus en détail plus tard, là, mais quand même pour nous expliquer un peu. Bien, Alter Justice, en fait, c'est un organisme en défense collective des droits qui a plus de 40 ans d'existence. Là, c'est 44 ans cette année, qui vient en aide aux personnes judiciarisées, donc qui ont eu des problèmes avec la justice criminelle, et les personnes incarcérées, ainsi que leurs proches, là, parce que les proches, on s'entend que c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un de sa famille ou un ami qui est en prison ou qui a un casier. Puis on a 4 pôles généraux d'intervention, donc le casier judiciaire, la détention québécoise, donc la prison. On fait beaucoup de sensibilisation et de la recherche. Quand même, puis ça ressemble à quoi, mettons,
une journée, là, parce que c'est beaucoup de volets, là, c'est beaucoup d'affaires. Vous faites quoi, mettons, plus concrètement? Oui, en fait, plus concrètement, ça dépend de c'est quoi le poste de la personne, parce que c'est sûr qu'en direction, on fait un petit peu moins d'intervention. Mais si on prend le côté des intervenants, en fait, ça va de répondre aux demandes, soit par courriel, par les réseaux sociaux, par téléphone aussi, ou les gens qui se pointent, moins en temps de COVID, là, mais les personnes qui se pointent sans rendez-vous, qui ont des questions sur leur casier judiciaire, qui veulent faire une demande de pardon parce qu'on offre un accompagnement pour la demande de pardon, tout ce qui a rapport au waiver pour passer aux États-Unis, donc une espèce de laisser-passer pour aller aux États-Unis avec des antécédents. Donc, on répond aux questions sur les droits des personnes incarcérées, si ces droits fondamentaux-là, parce que chaque personne dans une société civilisée comme la nôtre a le droit à des droits de base, là, finalement. Donc, s'il n'y a pas de respect, c'est quoi ces recours? On fait aussi un petit peu de recadrage là, sur ça, c'est un droit, ça, c'est un privilège. Puis sinon, sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de sensibilisation, on partage des articles, on propose des réflexions, puis on souligne des journées, bien évidemment, importantes pour nous. Super, merci, c'est super intéressant. Puis, je reviens sur ce que tu as dit tantôt, donc ton bac en criminaux. Même toi, quand tu es rentré en criminologie, tu savais plus ou moins dans quoi tu t'embarquais, de ce que je comprends. Là, tu pensais que ça allait être CSI. Ouais. C'est quoi, dans le fond, la criminologie? Parce que je suis certaine que tu n'es pas la seule personne qui s'imagine ça comme CSI. Oui, en fait, comme tu l'as mentionné, effectivement, je suis rentré là en criminologie, je me disais que c'était comme CSI, là, je tripais. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est le travail social, c'est comme le travail social, en fait, qui est spécialisé en délinquance, en criminalité, mais aussi en victimologie, donc la science des victimes. La criminologie au Québec et en Amérique du Nord, là, ça dit en passant, parce qu'en Europe puis en Amérique du Nord, il y a quand même des différences, là. Donc, c'est vraiment le travail social auprès des personnes victimes d'actes criminels, mais aussi les infracteurs et infractrices d'actes criminels. Par la bande, on fait souvent aussi les proches, mais il n'y a pas de spécialisation, puis il n'y a pas beaucoup d'organisations, je vous dirais, qui travaillent au niveau des proches, soit de victimes, soit les proches des personnes infractrices. Mais c'est pas mal ça, la criminologie. Quand on sort du baccalauréat en criminologie, on peut travailler bien évidemment dans le milieu communautaire. On peut travailler comme dans les DSPC qu'on appelle, là. Donc les bureaux de probation, si on veut, dans les maisons de transition, dans le milieu correctionnel, dans la DPJ, au ministère de la Sécurité publique, ministère de la Justice probablement aussi. Donc, puis pour les services de police, la GRC, là, aussi la Sûreté du Québec. Donc, il faut quand même savoir que l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, c'est un ordre qui existe depuis 6, 7, 8 ans. Donc, ça fait même pas une décennie qu'on existe. Peut-être presque une décennie, là. C'est vraiment pas... ça fait pas vraiment longtemps. On n'est pas tant de membres que ça, mais on a tous et toutes beaucoup de compétences, je pense, et une expertise bien intéressante pour les milieux d'intervention. OK, mais ça a quand même un côté plus humain qu'on s'imagine, tu sais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On travaille beaucoup soit en aide, moi je travaille en aide beaucoup, mais aussi en contrôle social. Donc, contrôler un peu ce que les personnes délinquantes font dans la société. C'est un des mandats généraux des criminologues, mais dépendamment de où est-ce qu'ils travaillent, où elles travaillent, ça va différer. Puis toi, qu'est-ce qui t'a attiré parce que la criminologie, comme tu l'as décrit, ça peut se faire dans plein de milieux, là. Donc, dans le milieu carcéral, dans les institutions, si on peut dire. Là. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, de faire ce métier-là dans le milieu communautaire? En fait, moi, quand je suis sorti de l'université, je me cherchais un emploi, t'sais, puis j'ai comme pas mal postulé à plein de places. Puis, durant mon bac, quand je faisais mon stage, je me suis retrouvé dans le milieu communautaire. Je travaillais avec les hommes qui ont des comportements de violence. Puis, l'approche communautaire m'a vraiment beaucoup marqué. Ça me rejoint beaucoup plus. Puis, en tant que personne, je suis beaucoup... l'être humain est important. Je pense qu'il faut aider les personnes qui veulent s'en sortir, même si des fois, c'est pas évident, puis que t'es pas d'accord avec les comportements qui ont été posés, parce que c'est pas parce qu'on travaille avec les personnes judiciarisées ou criminalisées qu'on est d'accord avec ce qu'elles ont fait. Des fois, là, c'est vraiment hors de nos valeurs, puis on est comme, wow, OK, une chance que c'est dans mon travail, puis je suis capable de garder une saine distance, parce que sinon...
ça serait difficile de pouvoir travailler. Donc, le milieu communautaire, en fait, c'est la souplesse qu'on a dans le milieu communautaire. C'est l'approche beaucoup plus terrain, je trouve. La flexibilité qu'on a, la possibilité d'aller aussi plus loin sans nécessairement devoir demander à ces 3 superviseurs qui sont très hiérarchiques de pouvoir avancer un projet, là, finalement. Mais ça, je sais que j'apprends plus quelque chose peut-être à nos auditeurs, auditrices que vous deux, parce que vous êtes aussi dans le milieu communautaire comme moi, fait que vous comprenez un peu la game dans tout ça. Mais c'est vraiment, je pense, l'approche humaine là, qui est vraiment beaucoup plus proche de la communauté. Puis, pour moi, de travailler avec les personnes de la communauté à changer cette communauté, c'est important. Puis c'est là que un des majeurs changements se fait. Puis après tout, le communautaire, c'est par la communauté, pour la communauté. C'est ça la phrase de base du milieu communautaire. Puis ça vient me chercher. Ça me rejoint beaucoup. Puis, je reviens encore au métier de criminologue. Mais c'est un terme qu'on n'entend pas si souvent que ça. Mais on entend des fois plus le terme criminaliste. C'est pas la même chose, là, de ce que je comprends. Pas du tout. Pas du tout. En fait, là, criminologue, c'est vraiment, comme je disais, le travailleur social de la délinquance. Puis le criminaliste ou la criminaliste, ça va être la personne, l'avocat ou l'avocate qui va se spécialiser en droit criminel. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, quand on dit criminaliste, ça vient pas mal tout le temps avec avocat criminaliste, parce que c'est la spécialisation là, des personnes qui vont travailler au niveau criminel. À ne pas confondre non plus avec les avocats en droit carcéral, parce que ça aussi, c'est une spécialisation des avocats. Puis le droit carcéral est complètement différent du droit criminel, avec ses particularités, puis ses situations un peu loufoques, mettons, on va dire. Restez poli. Mettons une chose qu'on veut savoir. C'est quelque chose qu'on pose peut-être à tout le monde quand on parle de l'emploi de la personne. Qu'est-ce qui t'anime le plus de ton domaine ou de ton métier? Tu peux parler d'Alter-Justice. En fait, qu'est-ce qui fait que ce métier-là t'intéresse autant? Ce qui m'anime le plus dans mon travail, c'est de voir les gens s'en sortir ou vouloir s'en sortir. C'est de voir qu'une personne a une capacité de changement. Elle a cette capacité innée en elle de vouloir aller plus loin, se dépasser et de faire partie du groupe, de la communauté, de la société. Puis qu'elle a une carrière criminelle ou elle a eu un passage où ça a moins bien été dans sa vie, elle a commis des actes criminels, puis qu'elle se dit, là c'est assez. Je suis assez de... Je veux être comme les autres ou je veux changer, j'ai changé. Il me manque juste... Parce que, tu sais, nous autres, avec les demandes de pardon, on est rendu là, dans le processus des personnes. Donc, je veux faire partie du groupe. Je veux aussi positivement impacter ma communauté. Ça, c'est une de mes motivations les plus grandes. Puis autant les personnes qui sont en détention, qui sont dans notre bureau parce qu'ils sont rendus à une demande de pardon, donc vraiment très, très loin de leur parcours criminel, comme ceux qui sont vraiment plus au début, c'est de voir cette étoile-là en disant « Hey, j'ai changé, puis il manque juste ça. Pouvez-vous m'aider? » Ben oui, ça va me faire plaisir de t'aider, buddy, à finir ta réinsertion sociale, finalement. Ben oui. Ça, c'est ce qui me fait triper. Puis dans mon bureau, toute mon équipe, c'est la même chose. Nous, notre plus grosse paye qu'on a, c'est vraiment de voir à quel point les gens sont heureux de enfin pouvoir voir la réhabilitation qu'ils ou elles ont entamée arriver avec succès. C'est sûr qu'il y a toujours des soubresauts. Il peut toujours y avoir des soubresauts, il peut toujours y avoir là, des anicroches en cours de route. Mais quand c'est bien fait puis que la personne le veut aussi, c'est magnifique de voir ça. Ça doit être valorisant là, oui, d'accompagner les gens dans tout ce processus-là aussi. Là. Puis on sait que c'est quelque chose de très lourd. Caro l'a dit tantôt, c'est quelque chose de tabou. Tu sais qu'on n'en parle pas beaucoup, puis ça doit être lourd pour la personne, pour la famille, les proches. Fait que je pense que de jouer un rôle clé dans le changement, c'est quelque chose que tout le monde aime. Puis d'en faire son métier, je pense que ça fitait bien avec toi, là, probablement. Oui. C'est quelque chose de très le fun. Mais c'est vrai que c'est très valorisant. Mais tu sais, puis on se le cachera pas quand on cherche un emploi, on cherche un emploi, tu sais, surtout quand on va le garder à long terme, qui nous permet de nous actualiser, de se dépasser, d'aller plus loin, puis de se découvrir en tant que tel. Là. Puis je pense que le milieu dans lequel
je suis avec mes collègues, puis on est vraiment une belle équipe qui est capable de s'appuyer sur les forces des autres, puis on se pousse à se dépasser tout le temps. Mhm. Puis ça, c'est trippant aussi dans une équipe de travail, quand tu as une bonne relation, puis que tu es capable de dire les vraies choses, mais jamais méchamment, puis toujours pour aller plus loin, là. Mhm. Et que c'est le fun. Puis les gens qui viennent dans notre bureau, ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte qu'on n'est pas du monde qui se parle dans le dos ou qui se font à baboune, là. On est là pour avoir du plaisir, puis on est là pour les aider. Oui. Fait que c'est sûr que ça fait tomber les barrières. Puis là, on voit la vulnérabilité des gens, puis on l'accueille sans jugement, même si on n'est pas d'accord avec les gestes qu'ils ont posés, bien évidemment. Mhm. Mais ça permet de les pousser, eux autres aussi, les propulser plus loin. Puis ça, c'est trippant aussi. Je suis bien d'accord avec toi. C'est un peu la même chose qu'on vit au niveau de la recherche d'emploi. Puis je pense que d'aider les gens à se dépasser puis à trouver quelque chose d'intéressant pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, vraiment. Vraiment. On peut peut-être faire un petit survol, parce que là, on parle un peu plus du métier de criminologue, mais tu sais, concrètement, le casier judiciaire, ce qui fait que Alter Justice en fait un peu sa mission, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça contient? Peux-tu nous en dire plus? Ben, c'est une question super pertinente. En fait, c'est quoi un casier judiciaire? Si on prend textuellement, c'est quoi? Quand tu l'as entre tes mains, c'est du papier. C'est du papier avec le nom de la personne, sa photo, ses empreintes, OK. les informations de base qui la concernent, donc numéro de téléphone, adresse, etc. Les infractions, les sentences qui sont reliées aux infractions, les signes distinctifs. Donc, si, mettons, j'ai un tatouage de canard sur une fesse, généralement, il va être inscrit dans le casier judiciaire aussi. J'ai pas de tatouage de canard sur une fesse, mais c'est un exemple. Puis tout ce qui va être important de que les forces de l'ordre se rappellent. Ça, c'est la version papier. La version numérique, a un petit peu plus d'informations, là. Un casier judiciaire, c'est cette liste-là de toutes les condamnations qu'une personne a eues à son actif. Donc, c'est vraiment une feuille de route de tout ce quoi elle a été reconnue coupable ou qu'elle s'est fait pogner. Fait que c'est sûr qu'une personne qui a une grosse carrière criminelle, il est possible. Puis ça, c'est vraiment pas beaucoup de personnes qui ont des casiers judiciaires. On estime à peu près 6% des personnes qui commettent un méchant gros paquet, genre 60% des infractions criminelles. Donc, le casier judiciaire, c'est la feuille de route des personnes qui se sont fait pogner. Pourquoi? Pour des infractions. Okay. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose de super exhaustif. Puis, des fois, malheureusement, les informations se sont mal transmises, surtout avant les années 2005, 2005, excusez-moi, avant la venue de l'informatisation. Donc, il y a des postes de police qui envoyaient mal l'information à la GRC, parce que c'est la GRC qui va gérer les casiers judiciaires. OK. OK. Fait que, mauvaise transmission d'informations des postes de police, des cours municipales, des palais de justice, faire en sorte que des fois, les casiers judiciaires sont un petit peu partiels, mais il y a des façons d'avoir toute l'information au complet, là. C'est ce que nous, on fait en tant qu'organisme. On aide les gens à trouver toute l'information pour pas qu'ils se ramassent avec des mauvaises surprises. OK. Puis, mettons, ce bout de papier-là, ce document informatisé maintenant, c'est visible de qui? T'as tout ça à vie? Ça dure combien de temps? Un casier judiciaire, là, en fait, toutes les informations qui sont aux criminels en droit canadien sont de nature publique. Fait qu'ici, mettons, moi, je vais à ce qu'on appelle un plumitif, là. Donc, je vais à l'ordinateur, le plumitif au palais de justice, puis je tape ton nom au complet, Caro. Puis que je connais ta date de naissance aussi, je suis capable de voir toutes les infractions criminelles qui te sont reprochées ou que tu es reconnu coupable ou pas. OK, mais ça prend le nom, prénom, Oui. puis date de naissance complète. Oui. OK, C'est ça. c'est bon. Donc, tout ça, c'est public. Fait que c'est pour ça que, par exemple, une fois par année, on voit dans certains journaux ou certains médias que je ne mentionnerai pas, les hotspots d'où est-ce qu'il y a les infracteurs sexuels. Attention à vos enfants, là. Soit disant passant, ça, c'est les personnes qui ont été accusées, reconnues ou non coupables d'infractions sexuelles, mais infractions sexuelles à large. Donc, il y a sur les enfants, puis c'est pour ça qu'ils sortent, pour que les parents fassent attention. Mais on parle aussi des adultes qui ont commis des infractions sexuelles, de nature sexuelle sur d'autres adultes. Ce qui peut aller à, par exemple, je dis pas que c'est correct, là, mais du genre de, mettons, je te pognais un sein puis que tu portais plainte pour agression, ça inclut aussi ça. OK. Donc, tu aurais un casier judiciaire avec une infraction De nature d'agression sexuelle. Oui, tout à fait. OK. Je pourrais avoir un casier judiciaire. Ouais, OK. Donc, ces hotspots-là, ce qu'on voit sur les cartes, il faut faire attention, il faut faire la part des choses. C'est pas tous des agresseurs sexuels d'enfants, là. On s'entend, OK. là. C'est comme pas la majorité des infractions de nature sexuelle par année, là. Mais à ce moment-là,
Mettons que j'irais au palais de justice voir le plumitif de Daniel Poulin-Galland. Ça serait écrit agression sexuelle. Tu sais, est-ce qu'il y a des détails, tu sais, dans le sens... C'est ça. C'est sûr que lorsqu'on fait une vérification au plumitif, mais ça donne juste les informations. C'est une photo. C'est comme prendre une photo. C'est comme un bulletin scolaire. Ça dit c'est quoi à ce moment-là, puis tout ça. Mais tu sais, l'infraction peut remonter il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Puis nous, chez Alter Justice, puis moi, en tant qu'individu, je crois au potentiel de changement des gens. Fait que tu sais, si je me replace il y a 15 ans, bon, j'étais quand même pas si vieux que ça il y a 15 ans, là, ben je suis pas du tout le même homme. Je suis sûr que vous aussi, mesdames, si vous vous placez il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans en arrière, vous n'étiez pas la même personne. Donc, quand je disais tantôt, je trouvais ça trippant de voir le potentiel de changement puis tout ça, ben c'est entre autres parce que je me place dans cette situation en disant, c'est parce que quelqu'un me reprochait genre d'avoir été telle personne il y a 15 ans, je suis plus la même personne aujourd'hui. Là. J'ai évolué, j'ai appris, j'ai grandi, puis j'ai appris de mes erreurs. À un moment donné, Fait que bref, pour répondre à la question du départ, le casier judiciaire, feuille de route, de qu'est-ce qui nous a été reproché comme infraction criminelle, c'est de nature publique. Pas mal tout le monde peut le savoir, c'est ce qui s'est passé. Par contre, c'est possible de rendre ça confidentiel avec une demande de pardon pour certaines infractions, pas toutes. Tu parlais, ça peut remonter à telle année. Est-ce qu'on voit la date de l'infraction aussi? Bien sûr, on voit toujours les dates de l'infraction. Puis pour répondre aussi à la question de Caro qu'elle posait, un casier judiciaire, ça suit une personne à vie. Donc, techniquement, c'est une personne. Le casier judiciaire va disparaître quand une personne va atteindre 125 ans. Ah, on ça arrive pas souvent. Non, c'est ça. Les records mondiaux, je pense, c'est 121, 117 ans, là, puis c'est pas en Amérique du Nord. Donc, autant dire qu'un casier judiciaire, ça dure toute une vie. Fait que c'est un boulet qu'on traîne longtemps. Très longtemps. Puis, tu sais, vous devez le voir avec votre clientèle au niveau de la recherche d'emploi. C'est très handicapant. On estimait en 2011 que c'était 50% des gens qui étaient impactés négativement juste au dépôt de leur CV avant de passer en entrevue. Ah ouais, quand même, là, c'est beaucoup, là. Ben, c'est justement vers ça qu'on voulait aller parce que c'est de nature publique. Donc, on le sait qu'il y a des employeurs qui en font la demande, qui demandent carrément aux candidats s'ils ont un casier judiciaire qui peut faire la vérification. Donc, il y a accès à toutes ces informations-là qu'on vient de parler en faisant la vérification. Oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a des lois par rapport à ça, par rapport à la demande d'antécédents judiciaires? Bien, oui, en fait, au Québec, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne stipule à l'article 18.2 qu'on ne peut pas être refusé d'embaucher ou autrement pénalisé en l'emploi du seul fait, c'est bien important, du seul fait qu'une personne a un casier judiciaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas être refusé d'embaucher à cause de ses antécédents judiciaires si c'est la seule raison et que ça n'a aucun lien avec l'emploi. Okay. Même chose si on a obtenu le pardon puis que l'employeur le sait, il ne peut pas nous refuser de nous embaucher. On ne peut pas être refusé non plus de faire du bénévolat à cause de ça. On ne peut pas se faire discriminer par son superviseur parce qu'on a un casier judiciaire puis que le boss nous a embauché pareil. Donc, toutes ces situations-là, il y a eu des jurisprudences qui font en sorte que ça s'étend jusqu'au bénévolat puis aux autres superviseurs. Par contre, ça, c'est le plus difficile dans tout ça, c'est faut prouver que c'est du seul fait que la personne a des antécédents judiciaires. Les employeurs sont pas stupides. Ils le savent qu'ils doivent pas dire « je t'embauche pas parce que tu as des antécédents, parce que t'as pété une balloune, parce que tu as fait un vol il y a 15 ans ». Ça arrive des fois. Puis généralement, nous, quand on entend ces genres d'histoires-là, on les réfère à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse parce qu'eux vont s'occuper de monter un dossier et d'aller en cours avec la personne contre l'employeur. OK, ça doit être quand même des démarches... C'est des démarches qui peuvent durer facilement 2, 3, 4 ans. Ah ouais, j'imagine. Jamais le fun. Ben, l'appareil de justice est extrêmement long. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a eu, peut-être que vous avez entendu parler d'arrêt Jordan il y a quelques années. C'est les procédures là, qui sont qui sont trop longues, en fait, finalement. Donc, on peut faire avorter un procès à cause des procédures trop longues. Ah ouais, OK. Puis, mis à part... Oui, vas-y. Non, mais excuse-moi, je suis comme allé un petit peu dans les détails juridiques. C'est correct. C'est bien correct. On tout sent savoir. que t'es passionné. Oui, c'est ça, c'est beau à voir. Mais dans le fond, on le sait que ça peut être un frein à l'emploi, le casier judiciaire, mais quel autre impact ça peut avoir sur le parcours d'une personne, admettons? Bien, c'est sûr qu'avoir des antécédents judiciaires, ça va, comme tu le dis, avoir des impacts
au niveau de l'employabilité. Mhm. C'est très difficile des fois de se trouver, surtout dans certains milieux, Ouais. des emplois. Tu sais, moi, je pense à tout ce qui est intervention, ce qui est travailler auprès des clientèles dites vulnérables, donc les personnes âgées, les enfants, les banques, tout ce qui est sécurité, informatique. Ça va être super difficile de se placer dans ces milieux-là parce que généralement, ils vont faire de la discrimination auprès des personnes, sans nécessairement le dire, bien évidemment, parce qu'ils veulent assurer la sécurité de tout le monde. Puis surtout qu'il y a des lois, surtout au niveau des clientèles vulnérables, donc Ouais. personnes âgées, enfants, de plus en plus déficience intellectuelle, troubles de santé mentale qui vont embarquer dans la description pour protéger ces personnes-là parce qu'il y a eu des abus dans le passé. Mhm. Par contre, une personne qui a des antécédents judiciaires va aussi avoir de la difficulté à plusieurs niveaux, notamment en logement. Donc, une personne va se faire refuser un logement en disant « Moi, j'en veux pas de criminels chez nous », alors que, dépendamment du casier judiciaire, ça peut être plus ou moins grave. Et ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de recours là-dessus, à part si tu es déjà en location, puis que là, ton patron, pas ton patron, mais ton locataire, propriétaire, te décide de te sacrer à la porte. Là, c'est pas tout à fait legit. Il y a de quoi faire avec le tribunal administratif du logement. Mais là encore, c'est des procédures longues. Mhm. Ça vaut la peine de se battre. Moi, je suis de ceux qui vont se battre là, Mais dans la c'est vie, mais c'est pas tout le monde, je comprends. Au niveau des assurances, quelqu'un qui a des antécédents judiciaires peut se voir refuser d'être assuré, autant habitation, auto, tout ce que vous voulez, là, finalement. Là. Moi, j'ai des personnes qui ne pouvaient pas assurer leur compagnie parce qu'ils ont des antécédents judiciaires. Ils ne pouvaient pas assurer leur maison, ils ne pouvaient pas assurer leur voiture. Puis là-dessus, il n'y a pas vraiment de recours encore, sauf en assurance auto, parce que c'est une obligation légale d'être assuré avec une voiture. Fait que si une personne se voit refuser, pas avoir des prix exorbitants, là, parce que si une personne avec des antécédents peut avoir des prix exorbitants, genre 4, 5, 10 fois plus élevés qu'une personne qui n'a pas d'antécédents. 10 fois, j'exagère un petit peu, mais moi, j'ai vu facilement 4-5 fois. Là. Donc, si une personne veut se faire assurer puis se fait refuser à 5 places, peut faire appel au bureau de l'assurance du Canada qui va obliger une compagnie d'assurance à assurer la personne, mais à ses conditions à elle. Fait que si, mettons, pour assurer ta voiture, c'est 10 000 $ par année, t'as pas le choix. Sinon, c'est rien. Puis tu conduis pas. Donc, pour les personnes, par exemple, qui travaillent sur la route, c'est un peu plus difficile. Au niveau des passages, dans d'autres pays. Ouais. Donc ça peut être très difficile, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a eu un resserrement depuis le 11 septembre 2001. Depuis ce temps-là, les États-Unis sont beaucoup plus sévères. Donc, une personne avec des antécédents judiciaires va avoir beaucoup plus de difficultés à passer. Les seules, je vous dirais, infractions qui ne sont pas dites de turpitude morale. Donc, un beau grand mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais tout ce qui n'est pas moralement acceptable, finalement. Donc, c'est, à part les infractions très, très mineures, genre la conduite avec les facultés affaiblies, une fois. Puis c'est pas mal ça. Les petits voies de fait mineurs, genre les menaces et tout ça, ça va être très, très difficile de passer aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que les personnes, on recommande, là, s'ils ont déjà passé aux États-Unis, s'ils se sont fait refuser, de faire un waiver, qu'on appelle. Sinon, au niveau des antécédents judiciaires, là, écoutez, plus qu'on en apprend, plus qu'on creuse, plus qu'on en découvre des racines qui vont loin. Là. Déjà, juste au niveau de la DPJ, ça peut être plus difficile d'avoir la garde de son enfant. L'adoption, c'est presque impossible de pouvoir adopter. Peut-être, j'ai entendu un cas sur 100 qui a réussi. Je comprends pas pourquoi. Des fois, ça va impacter nos proches aussi. Donc, une personne que ses primes d'assurance vont être plus élevées. Madame qui veut partir en service de garde, mais à cause que monsieur a des antécédents judiciaires, ne pourra pas le faire à la maison. Monsieur n'aura pas le droit de rester sur les lieux tant qu'il y a des enfants à la maison. Donc, des trucs comme ça. Puis là, on pourrait en parler encore longtemps. Il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais, mon Dieu, mais on le sait, on a un concept, tu sais, on le sait que c'est difficile pour les gens qui ont des antécédents judiciaires, mais je pense qu'on se doute pas jusqu'où ça peut aller. Puis ça met beaucoup de bâtons dans les roues. Là. C'est handicapant là, pour plein d'aspects. Là. C'est très handicapant. Puis je vous dirais que le casier judiciaire, c'est un peu un concept de double peine. Parce qu'on est supposé d'être puni une fois pour l'infraction qu'on a commis. Mais le casier judiciaire, de par sa nature publique, est un peu comme une seconde peine qu'une personne va tirer très, très longtemps. Tu sais, par exemple, tu commets, je sais pas moi, un voie de fait, mettons que je décide de... Là, je vais être un peu trash, mais décide de te pogner par les cheveux puis de te sacrer la tête des coups sur le bord du trottoir, tu sais. Un gros voie de fait dégueulasse, on s'entend. Ouais. Ben, tu sais, mettons, je vais aller faire 2 ans de prison.
je vais sortir de prison, je vais avoir ma libération une libération conditionnelle, ensuite je vais avoir une probation, peut-être une amende à payer, puis tout ça. Mais après ça, ce geste-là, qui peut être le seul dans ma vie, va me suivre le restant de mes jours. Donc, les employeurs vont voir un voie de fait grave, par exemple. Ils vont dire, il est dangereux, il est fucké, ce gars-là, on l'embauche pas. Mais s'ils me le disent pas, comment je fais pour le prouver? Donc, on voit que ça peut durer très longtemps. Puis, moi, j'ai eu dans mes... quand j'étais encore intervenant à l'époque, un monsieur qui avait commis une infraction dans les années 60, le monsieur, à l'époque où est-ce que les relations entre personnes de même sexe étaient mal vues. Puis il fallait encore se cacher. Donc ça faisait pas très longtemps que c'était rendu légalisé, mais bref, il s'est ramassé dans un endroit public avec des personnes de même sexe et ils sont fait pogner par la police. Puis bon, on parle en 2017 là, à peu près. Le monsieur se faisait refuser de pouvoir résider dans une résidence de personnes âgées parce qu'il était considéré comme un délinquant sexuel. Alors qu'il n'avait pas commis d'agression sexuelle, il était avec d'autres personnes du même sexe dans un lieu public. On s'entend que c'est peut-être pas la meilleure place pour avoir des relations, là, mais il faut comprendre le contexte de l'époque. Et à 75 ans, se fait dire « Monsieur, vous êtes dangereux pour les autres. » OK. Ah ouais, alors que ça a peut-être été longtemps oublié là, pour la personne, puis là, ça y revient comme ça. Ben ça y est revenu en pleine face. Je vous dirais qu'il était pas très, très content, puis il était fâché, puis il était triste, mais il voulait pas se battre pour ça, il était fatigué. À 75 ans, peut être fatigué, effectivement. Là. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a frappé, puis que j'ai trouvé un petit peu un non-sens dans tout ça. Ben, je comprends, puis c'est incroyable quand même comme situation, là. Puis, dans ce cas-ci, ben là, c'était dans un contexte de... Il n'a pas pu se loger, mais si on revient au domaine de l'emploi, c'est sûr que c'est un thème qui nous intéresse. Tout à fait. Qu'est-ce que... Tu sais, les candidats qui se retrouvent justement avec une tâche au dossier comme ça, tu veux trouver un emploi, tu le sais que tu as ça, qui te suit, ce boulet-là. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider le processus? Tu sais, comment tu deals avec ça là, quand tu cherches une job, finalement? C'est une question très, très compliquée. Elle a l'air simple qu'on la pose comme ça, mais quand même compliquée parce que ça dépend de la personne à quel point elle est à l'aise de parler de son passé. À quel point elle est à l'aise de mentionner ce qu'il y a là dans son antécédent, parce que on va poser souvent la question, as-tu des antécédents judiciaires? As-tu déjà obtenu le pardon? Ce qui n'est pas très legit, celle-là non plus. Puis, tu sais, de toute façon, un employeur va le voir là, quand il va faire la vérification aux antécédents. Moi, je ne vais jamais recommander rien aux personnes, parce que là, on tombe dans le conseil légal. Donc, je ne suis pas avocat, fait que je ne peux pas faire ça. Par contre, il y a des options qui se proposent aux personnes. Il y a de dire non, bien évidemment. Sauf que si ça se sait, c'est une raison suffisante pour un employeur de renvoyer la personne parce que c'est un bris de confiance entre l'employeur et l'employé. Puis c'est très suffisant durant la probation. Après ça, de show-bye, la personne n'a aucun recours. Si elle dit oui, puis qu'on se pose des questions, elle peut aussi aborder la situation puis expliquer le contexte. Fait que, par exemple, moi, j'ai des personnes que j'ai rencontrées dans mon travail qui, pendant 2 ans, ils ont eu beaucoup d'infractions criminels dans leur dossier. Puis c'était tous des vols ou des trucs comme ça, mais c'était une période de leur vie où ça allait pas bien. Rupture amoureuse, décès d'un parent, problème avec la job, consommaient. Puis pour payer leur consommation, volaient. Ça a duré 2 ans à peu près. Là. Ben, tu sais, ces personnes-là peuvent expliquer la situation à l'employeur, disant, mais tu sais, c'est un moment plus rough de ma vie, il y a 10 ans, il s'est passé telle affaire, aujourd'hui, je ne consomme plus, je vais au AA, par exemple, si c'était de la drogue. Mais c'est de la révélation de soi, beaucoup, à quelqu'un qu'on connaît pas. Ben oui. Il faut être à l'aise quand même là, pour embarquer là-dedans, puis tu sais jusqu'où tu vas. Pas obligé d'aller dans les détails, mais quand même. T'sais. Exact. Fait que c'est super intrusif, des fois. Puis juste le fait d'avoir un casier judiciaire puis qu'on soit exposé de cette façon-là, c'est très, très inclusif. Pas inclusif, excusez-moi, mais intrusif. Ouais. Donc, c'est très intrusif dans la vie d'une personne. Puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Il y en a qui préfèrent juste comme faire, ben écoute, je vais passer au prochain. Ou ils vont se limiter à des emplois moins spécialisés malgré leur formation, des fois universitaire, dans quelque chose de très pointu, mais ils ont peur de devoir affronter ce regard-là, ce jugement d'autrui. Tu sais, c'est difficile là, de se préparer à répondre à ces questions-là, puis je pense que c'est justement hyper important de s'y préparer parce qu'on ne sait jamais en recherche d'emploi si
si on va se la faire poser, cette fameuse question-là, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui va la poser, mais quand même, quand on a un casier, c'est important de se préparer à y répondre. Puis, ça vaut la peine de rencontrer une conseillère en emploi. Pour ça, évidemment que je vais faire la promotion de nos services à Libre Emploi, mais de se préparer, de rencontrer une conseillère, ça peut vous aider, les gens qui ont un casier judiciaire, à bien être préparés, mais à pas se faire prendre au... Oui, à pas être surpris par la question, C'est parce ça, que je pense exact. qu'il n'y aurait rien de pire que de devoir dire une réponse qui n'est pas préparée, puis de Ben dire que ça sorte mal, que ça sorte, tu sais, comme si ça a l'air d'être la chose la plus grave au monde, mais au final, Ça l'est pas comme nécessairement, tu dis, c'est là. quelque chose de très mineur, mais on voudrait pas que ça passe de même. Ben, tu sais, une entrevue pour un emploi, c'est un peu comme un exposé oral au secondaire. C'est rare qu'on va le préparer sur le coin d'une table 5 minutes avant. On va préparer un petit peu ses bullet points, on va préparer un petit peu ces lignes où est-ce que l'information est importante. Puis je pense que, justement, au niveau des antécédents judiciaires, vu que c'est quand même très tabou, puis c'est intrusif, puis c'est un peu malaisant des fois de discuter de ça, ben de le préparer, ça fait descendre la gêne, puis à un moment donné, on est capable. Tu sais, il y en a aussi, au contraire, qui sont très, très, pas trop à l'aise, en fait. Ouais. Puis explique un petit peu trop de détails. On en a eu des personnes de même à l'organisme. Trop de détails, Ah ouais, ça doit... très confrontant. Mais de préparer avec une conseillère en emploi, je pense que c'est merveilleux. Je le pense aussi, évidemment. Puis, une dernière question par rapport au casier judiciaire, puis dans le contexte de l'emploi. Selon toi, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour améliorer ses pratiques en recrutement? Parce qu'on disait tantôt, mais la personne peut poser la question, c'est pas tout le monde nécessairement qui le font. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement être plus inclusif? Bien, c'est sûr que moi, je suis un ardent défenseur de la non-discrimination. Donc, de ne pas discriminer les personnes sur la base de leurs antécédents judiciaires. Si le milieu a vraiment besoin qu'une personne n'ait pas certains antécédents judiciaires, c'est de les identifier clairement. De le mettre peut-être dans leur description de poste parce que c'est clair que c'est relié à l'emploi. Donc, mettons, pour être caissier ou caissière, de ne pas avoir commis de vol dans une petite caisse, je pense que c'est un prérequis, là, surtout si tu as été condamné il y a 6 mois. C'est quand même assez proche. Je pense que les employeurs, là-dessus, devraient aussi évaluer le temps entre l'infraction ou la dernière infraction et l'embauche. Quand ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que l'infraction s'est passée, comme je disais tout à l'heure, la personne a changé, là. Fait que probablement qu'elle n'aura pas les mêmes comportements. Peut-être que oui, là, mais c'est assez rare qu'une personne reste statique puis ne change pas pendant 10, 15, 20 ans, là. Sinon, moi, je pense que les employeurs devraient se sensibiliser aussi en tant qu'organisation, là, ou en tant que personne, aux réalités du casier judiciaire, à quel point c'est handicapant, puis à quel point cette main-d'œuvre-là, parce que c'est quand même une main-d'œuvre d'un point de vue embauche, peut être spécialisée. Tu sais, moi, il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont en physique, en ingénierie, des personnes qui ont des techniques aussi en intervention, qui ont connu c'est quoi de passer 5 ans, 10 ans dans la drogue à se prostituer. Hey, ça fait des bonnes intervenantes, là. Elles le savent. Sûr, elles sont rendues ailleurs. Elles le savent. C'est quoi les pièges à pas faire puis les belles paroles des pimes à pas écouter. Voyons, pourquoi est-ce qu'on serait fou de se priver de cette expertise-là? Pourquoi on dirait non à ces personnes-là alors qu'elles ont beaucoup à apporter? Une personne qui a vécu, tu sais, c'est un peu le principe des AA, finalement, tu sais, des alcooliques anonymes. Les pères aidants, c'est des gens qui ont passé par le processus puis qui sont les mieux placés avec le plus de crédibilité pour comprendre puis aider une personne à passer au travers de ça. Puis je pense sincèrement que les gens, en tout cas en emploi, devraient connaître l'article 18.2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne parce que c'est important de le savoir en tant que chercheur d'emploi parce qu'on peut faire défendre nos droits puis en tant qu'employeur pour pas faire un faux pas légal. Puis de tenir tête, là c'est la dernière chose que je vais dire, de tenir tête aux maisons mères qui viennent mettons des multinationales qui refusent systématiquement une personne avec des antécédents judiciaires. On le voit beaucoup, des grandes bannières multinationales, que autres c'est non, parce que dans leur pays d'origine, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que les personnes qui ont des antécédents judiciaires,
Ça arrive que s'ils n'ont pas fini de purger leur sentence au complet, genre probation et paiement d'amende, peuvent même pas voter dans des pays démocratiques. On s'entend que c'est particulier. Fait qu'ils exportent ces genres d'idées-là au Québec, mais pour nous, c'est un non-sens parce que c'est pas quelque chose de viable. Avant de continuer, on va prendre une petite pause parce que dans notre podcast, en plus de parler du marché du travail, de la recherche d'emploi, de tous ces beaux sujets-là, on veut aussi démystifier certains métiers qui sont méconnus, des métiers qui sont parfois sous-représentés. Donc, on vous a préparé une première capsule où Chloé est allée rencontrer Gabrielle Breton, qui est organisatrice d'intérieur spécialisée dans le désencombrement, où elle va pouvoir nous parler un peu plus de son métier, mais aussi de sa nouvelle entreprise. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, je suis avec Gabrielle Breton, qui est fondatrice de sa compagnie Obi, où elle pratique un métier qui est assez récent sur le marché, un métier qui est peut-être pas très connu. Elle est organisatrice, donc bonjour Gabrielle. Allô, allô! Merci beaucoup en fait d'avoir accepté de venir nous parler de ton métier. Je suis pas mal sûre qu'il y a plusieurs personnes qui se grattent la tête à savoir qu'est-ce que ça fait, une organisatrice dans la vie. Comment tu me décrirais ça, ton travail? Merci, ça me fait vraiment plaisir de venir parler du fabuleux métier d'organisatrice. Même si pour plusieurs, c'est un métier qui est peu connu, c'est relativement un métier qui est assez bien établi, là, surtout dans le Canada anglais, du côté des États-Unis, à l'international aussi. On a juste à penser, par exemple, à Marie Kondo, oui. qui est une organisatrice très, très connue. En tant qu'organisatrice, mon rôle, c'est vraiment d'aider mes clients à mettre de l'ordre dans leur vie, donc dans leur maison. Que mes clients aient besoin qu'on crée un système de rangement pour la cuisine, la salle de bain, peu importe la pièce. Moi, mon but, c'est de créer un système de rangement qui est personnalisé pour les habitudes de vie de ma clientèle. OK, donc si je comprends bien comment ça fonctionne, tu rencontres vraiment le client personnellement au début pour voir qu'est-ce qui fitterait, qu'est-ce qu'il aimerait avoir. Oui, je peux pas me lancer dans un projet sans connaître ma clientèle. Je dis souvent à la blague qu'après notre première rencontre, je dois littéralement devenir un autre membre de la famille. Je dois tout savoir sur mes clients parce que comme ça, je peux vraiment leur présenter des solutions qui conviennent à leurs besoins. Ah, ben oui, mais écoute, c'est super intéressant. Je sais que tu as commencé en fait ta compagnie peut-être au début de la pandémie, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer là-dedans? C'est vraiment drôle parce que, oui, j'ai lancé ma compagnie en plein milieu de la pandémie et sans surprise, ça n'a pas levé. C'est dur d'aller chez les gens quand il y a une espèce d'urgence sanitaire un peu partout, donc ça n'a vraiment pas levé, mais c'était un mauvais timing, c'est pas grave. Le moment où j'ai décidé de me lancer, je travaillais à l'époque chez Pratico-Pratique, la maison d'édition. Puis, j'étais assistante à la production. Je m'occupais principalement de faire de la recherche, du traitement de texte. Puis, je travaillais sur les magazines de décoration. Puis, à chaque année, Pratico-Pratique font une édition rangement. Puis, pendant l'édition rangement, moi, j'ai fait des recherches, je veux pas, sur le sujet. Puis, c'est là que je suis tombée sur le métier d'organisatrice. Donc, bien sûr, j'ai découvert Marie Kondo. Puis, c'est au même moment là, qu'elle sortait sa série sur Netflix. Puis, j'ai aussi découvert qu'il y en avait au Québec. Donc, ça a encore plus piqué ma curiosité. Donc, moi, étant une vraie stalkeuse, je suis allée voir comment ils travaillaient, quel genre de travail ils faisaient. Puis, quand tu fais des recherches sur Google, après ça, souvent, on t'envoie de la publicité. Ouais. Donc, quelques jours plus tard, j'ai reçu une publicité pour la formation au CFP Maurice Barbeau à Québec pour le programme lancement d'une entreprise thématique organisation des espaces. Et là, je me suis inscrite, puis de fil en aiguille, voilà où j'en suis. J'ai lancé ma compagnie. Ah, ben félicitations. Écoute, je savais pas que ce programme-là existait. Oui. Puis, je suis pas mal sûre que tu as eu beaucoup de plaisir là-bas. C'est vraiment intéressant. Puis, si je reviens un peu à l'aspect client, parce que c'est pas mal central, là, veux pas, dans le métier que tu fais, qu'est-ce que tu dirais qui est le besoin le plus comblé chez ces gens-là? Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Là? Oui, on parle d'organisation, mais en gros, toi, qu'est-ce que tu perçois là-dedans? Je travaille avec une clientèle... c'est souvent le même persona de cliente. Je peux travailler principalement avec des femmes. C'est souvent une femme qui a des enfants, qui travaille et qui a un petit peu perdu entre guillemets, là, je dis vraiment entre guillemets le mot perdre le contrôle. C'est juste qu'avec tous les enfants, les responsabilités, souvent l'organisation, ça devient pas notre priorité. Puis là, les choses s'accumulent, les tâches s'accumulent, puis... Souvent, ma clientèle a juste besoin d'un petit coup de main pour y voir plus clair. Donc, tu sais,
j'arrive pas, tu sais, je fais pas nécessairement du ménage chez ma cliente. Moi, je viens vraiment créer un système de rangement pour qu'elle, dans son quotidien, par exemple, ça soit plus facile, ça lui prenne moins de temps à faire le ménage, ou même que ses enfants puissent plus facilement ranger, ses enfants, ou même le chum qui sait pas où placer ses assiettes, là, tu sais. Tu sais, moi, je l'aide à venir mettre de l'ordre dans sa vie pour qu'après ça soit plus simple. Donc, ça dépasse vraiment là, le panier dans l'armoire, là. C'est vraiment comme un soutien à son quotidien. Ah, ben, je trouve que c'est bien verbalisé. Je pense que de le voir comme ça, c'est... Tu sais, on voit au-delà de l'aspect, comme tu dis, du panier dans l'armoire, là, qui, des fois, peut être réducteur, là, si on le voit comme ça, mais c'est bien plus que ça. Puis si tu me permets, j'aimerais ça que tu me choisisses, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? J'aime vraiment, vraiment beaucoup de choses parce que ça faisait longtemps là, que je me cherchais un peu niveau carrière. Puis là, je suis vraiment sur mon X. Mais mon petit plaisir coupable, les belles maisons. Ouais. Honnêtement, j'arrive chez les gens, c'est digne de des magazines. Moi, c'est vraiment... Tu sais, j'ai des étoiles dans les yeux. J'essaie de le cacher des fois, mon excitation. Je pense à des projets à venir, c'est pour ça. Mais souvent, j'essaie de le cacher à mes clientes que je trouve ça très beau. J'ai toujours aimé ça, le design. Puis juste de voir des belles maisons, j'adore ça. Puis un autre aspect aussi, c'est le contact humain. Moi, je travaillais avant dans les réseaux sociaux, puis aussi chez Pratico-Pratique, du côté de l'édition. Puis l'aspect du service à la clientèle, ça me manquait un petit peu. Puis là, j'ai retrouvé vraiment ça avec mon entreprise. Puis de voir aussi le sourire, la satisfaction chez ma cliente une fois que je suis partie, puis aussi de recevoir des messages comme quoi j'ai vraiment simplifié son quotidien, qu'elle est vraiment contente. Ça me touche vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que je fais une différence là, dans sa vie. Mais je trouve ça super. Puis comme tu dis, tu sais, en rentrer dans le quotidien comme tu le fais, ben tu deviens quasiment un membre de la famille qui reste parce qu'ils vont tout le temps se souvenir de toi avec leur organisation. Mais je trouve ça vraiment intéressant. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Si, encore une fois, tu te sens... tu veux te mouiller, mais si tu pouvais me décrire ton métier en 3 mots, qu'est-ce que tu me dirais? Mon métier en 3 mots. Je dirais... Je vais commencer par écoute. OK, oui. Organisation, je pense que ça va de soi. Il était déjà écrit. Ouais, organisation, écoute, puis... pas amusement, mais comme fun. Oui. Ouais, c'est 3 mots qui décriraient le métier parce que je pense, honnêtement, moi, je fais partie des gens qui trouvent que ranger, faire le ménage, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça un peu que j'essaie d'apprendre à mes clientes, que c'est pas obligé d'être une corvée de ranger ta maison. Au contraire, moi, la maison, pour moi, c'est notre petit jardin secret, c'est notre recueil. Donc, pour moi, prendre soin de sa maison, c'est comme prendre soin de son corps. On se laisserait pas mourir de faim, on passerait pas des semaines sans se nettoyer. Tu sais, c'est juste la norme, tu sais, de se laver tous les jours, de prendre soin de soi, de prendre soin de dans sa tête, de son intérieur, dans son cœur, de ses émotions. Donc, pour moi, prendre soin de sa maison, c'est une extension de soi. Ça devrait pas être une corvée, au contraire. Écoute, tu me donnes envie d'aller faire le ménage de ma maison, mais je crois que je vais avoir besoin de ton précieux coup d'œil là-dessus parce que je pense que ça m'a l'air intéressant. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que ça a l'air d'être une véritable passion pour toi. En tout cas, ça me semble être une belle découverte. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. J'espère que ça a répondu à plusieurs questions que les gens se posent sur ce métier-là. Si je peux te laisser sur le mot de la fin, qu'est-ce qu'on fait si on veut te contacter, si c'est un service qui nous intéresse, comment ça marche? C'est super simple. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez passer par mes réseaux sociaux qui sont OBI _Home Organization. Et sinon, il y a mon site web qui est www.obihomeorganization.com. Et c'est très simple de vous m'écrire un petit message, soit par Instagram, Facebook, ou vous remplissez le formulaire sur mon site web, puis je prends contact avec vous très rapidement, puis j'ai hâte de vous aider. Ben, parfait. Écoute, n'hésitez pas à contacter Gabrielle. Et sur ça, on va retourner au studio. Hey, c'est intéressant, pareil. Je savais pas que ça existait comme emploi, puis je savais pas qu'il y avait des entreprises qui offraient ce genre de service-là. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça ferait pas de tort si ça venait faire un tour chez nous. En tout cas, revenons à notre sujet. Un des volets de service que vous faites à Alter Justice, on en a parlé brièvement tantôt. Maintenant qu'on sait c'est quoi le casier judiciaire, c'est quoi les impacts que ça a, on le sait que ça existe, la fameuse
demande de pardon, mais en quoi ça consiste? Comment ça marche? Ben, dans le fond, une demande de pardon, là, puis la meilleure image que j'ai trouvée, c'est 2 classeurs. Donc, il y a un classeur rouge puis un classeur beige. Le classeur rouge, lui, il est intéressant, il est rouge. Hein, il est ouvert, il est débarré. Fait que tous les casiers judiciaires des personnes sont dedans. Mm-hmm. Ce que ça fait une demande de pardon, c'est que ça prend le dossier de la personne du classeur rouge puis ça le met dans le beige qui est bien plate, parce que le beige, quand on dit qu'on est beige, ça dit qu'on est plate. Puis en plus, c'est barré à la clé. Fait que seulement les personnes qui ont la clé, y ont accès. OK. Donc, c'est ce que ça fait la demande de pardon. Le vrai terme, c'est la suspension du casier judiciaire. Puis pourquoi est-ce qu'on dit une suspension? C'est que le dossier n'est pas supprimé. Hein? Il est encore ça s'efface pas! Puis c'est encore dans le classeur beige. Puis si, par exemple, j'ai une feuille de route d'antécédent judiciaire, j'ai reçu moi mon pardon, mais que, mettons, 3 ans plus tard, je me fais pogner après un party de Noël parce que j'ai bu 1 ou 2 bières de trop au party, je me fais pogner à un barrage routier, je chauffe dans la balloune, je pète la balloune, donc accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Oh! Le dossier, on débarre le classeur beige, on sort le fichier, on met une nouvelle feuille dedans, puis on le remet dans le classeur rouge. Fait que la demande de pardon, c'est pas définitif, là. Merci, bonjour. C'est réglé, là. Absolument pas. On n'efface pas les antécédents judiciaires, on les rend confidentiels. Donc, après avoir reçu un pardon, on peut se le faire enlever. Cependant, on peut refaire une autre demande de pardon par la suite. Puis là, il faut attendre le 5 ou 10 ans après la fin de la dernière sentence. Ça peut être un petit bout, là, 5 ou 10 ans. Des fois, ça peut être si on a fait de la prison, puis on a fait de la probation, puis on a une amende à payer. Ça peut être long, puis surtout si tu n'as pas payé ton amende, parce que c'est dès que tu as fini de payer ton amende, c'est 5 ans ou 10 ans après. Ah oui, OK. Donc, ça peut quand même être long pour la demande de pardon. Donc, la suspension à ce niveau-là. C'est sûr que c'est une démarche qui est passablement, je ne dirais pas complexe comme pas possible, mais c'est un peu comme les 12 travaux d'Astérix. Hein? Où est-ce qu'il faut aller dans la place où il y a les formulaires, puis il faut remplir le formulaire ci, le formulaire ça. Fait que c'est ça le plus compliqué, c'est que c'est très administratif. Il faut remplir tel formulaire, il faut payer telle affaire. C'est ça que les gens trouvent un petit peu plus mélangeant, puis surtout que c'est gros. Ben oui. Quand on n'est pas habitué à faire de l'administration, c'est gros, même pour les personnes qui sont habituées de le faire, c'est intimidant, parce que là, on se met tout nu sur le papier. Il n'y a pas de cachette sur nos antécédents. Eux autres, ils savent tout, puis ils veulent tout savoir en plus. Puis ça fonctionne comment? Ça coûte quelque chose, faire ça? Ben oui, faire la demande de pardon, actuellement, ça coûte, juste pour faire évaluer son dossier par la Commission de délibération conditionnelle du Canada, c'est 657,77 $. Ah ouais, quand même. Hein? C'est quand même très cher, puis fait intéressant, qui n'est pas très le fun. Avant 2010, c'était 50 $ pour déposer sa demande. En 2011, ça a augmenté à 150. En 2012, à 631. Puis après ça, dans les 2-3 dernières années, il y a eu des augmentations à chaque année là, pour le 658 $ à peu près. Là. En plus de ça, il y a des frais à payer pour certains formulaires à faire remplir. Il y a des petits, petits, pas si petits que ça, là, mais des frais d'à peu près 250 $ pour aller chercher des formulaires, avoir ses empreintes digitales, faire remplir des formulaires par les polices des localités qu'on a habitées. Donc, c'est une démarche qui dure généralement à peu près 12 à 24 mois puis qui coûte à peu près 900 $. Ah ouais, quand même. Là, c'est... Fait que quelqu'un, par exemple, qui bénéficiaire d'aide sociale, qui veut s'en sortir puis qui a des antécédents judiciaires, watch out d'être capable de trouver cet argent-là. C'est quand même beaucoup d'argent, là. Puis c'est de l'énergie aussi, quand même, là, à investir. C'est quand même l'énergie parce que la demande de pardon, on peut la faire soi-même. Ouais. Puis, tout est disponible sur Internet. C'est juste que c'est un peu compliqué des fois là, de trouver l'information sur le site de la CLCC. On peut le faire soi-même, mais c'est à peu près 6 mois pour aller chercher les documents, les envoyer aux bonnes places, puis tout ça. Puis après ça, la commission a 6 ou 12 mois pour évaluer sa demande, dépendamment de comment les infractions ont été traitées à la Cour. Nous, pourquoi est-ce que dans le milieu communautaire, on est là pour aider les gens? C'est parce que c'est quand même compliqué. Puis on offre un service gratuit. On est financé, Alter-Justice, par le gouvernement du Québec puis par Centraide Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, pour aider les personnes. OK. Puis ça, c'est nous. Par contre, il y a aussi des firmes privées qui vont aider les personnes avec j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets après, clé en main, qui vont aider les personnes. Généralement, par contre, il y a une bonne partie que la personne doit faire elle-même. Et bien évidemment, quand on est une entreprise privée, le but, c'est de faire quoi?
de l'argent. Mhm. Donc, il y a des frais qui vont être chargés. Fait que si, par exemple, quelqu'un dit « Ah, va à telle place, ils vont juste te charger 450$, puis la demande va être faite », ça, c'est les frais de service qui coûtent 450$. Il faut rajouter à ça entre 750 et 900$. Mais là, je vous parle de quelque chose qui coûte pas cher, entre guillemets, dans le privé, parce que j'ai déjà vu des personnes, ça leur a coûté au-dessus de 3000$. Mais c'est ce que je me demandais. Est-ce que, je vais dire l'épaisseur, parce que du casier judiciaire, ou le degré de ce qui est commis impacte le prix? Absolument pas. Qu'on ait commis une infraction de conduite avec les facultés affaiblies ou qu'on ait commis 38 vols, ou avec, mettons, genre 24 voies de fait, là, parce que c'est des choses qu'on a vues dans le travail, des personnes qui ont des méchantes feuilles de route, ça change absolument rien pour les délais de traitement, pour les coûts aussi. La seule chose qui va changer dans la démarche, c'est le nombre de palais de justice ou de cours municipales qui nous ont reconnus coupables et le nombre de villes qu'on a habitées dans les 5 dernières années. Fait que si on est un petit globe-trotteur qui aime bien visiter le Québec, puis qui aime bien habiter Québec-Montréal, Saint-Sacrement, Gaspésie, Coudjouac, puis on va dire Beauceville, ben ça va faire des corps de police à contacter dans la demande de pardon. Si on a habité dans les 5 dernières années, plus de paperasse, plus de coûts aussi, parce que c'est là que les coûts vont s'accumuler. Mais si on est comme quelqu'un de plus rangé, qui a 1, 2 infractions, mettons 5 infractions dans la même ville. On n'a pas beaucoup déménagé, mais on est resté dans la même ville. Ça va être beaucoup moins compliqué. Nous, on les appelle les petits dossiers bonbons parce qu'ils sont plus faciles à traiter. Surtout ceux qui viennent de Québec. Généralement, les gens de Québec ne bougent pas beaucoup ou sinon, ils ont déménagé dans la ville. Fait que c'est pas trop compliqué. Et à ce moment-là, ça n'impacte pas la durée du processus, le prix, mais j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut faire une demande. Est-ce que toutes les infractions sont admissibles à la suspension du casier judiciaire? Je te dirais, il y a peut-être 2 ans, je t'aurais dit, super facile comme question à répondre. Avec quelques petites modifications aux lois qu'il y a eu dans les dernières années, c'est un petit peu plus compliqué, mettons. Par contre, règle générale, une personne, surtout qui va avoir des infractions criminelles qui datent d'après 2012, tout ce qui est de nature sexuelle sur les mineurs, donc pas nécessairement agression, là, c'est vraiment tout ce qui est at large, infraction sexuelle sur mineurs, donc moins de 18 ans, à part quelques petites spécificités que ça ne sert à rien d'embarquer parce que en 5 ans, j'ai vu 2 personnes. Ne pourra pas faire une demande de pardon. Quelqu'un qui a été reconnu coupable de chef d'accusation qui l'a emmené à faire du pénitencier, donc plus de 2 ans, s'il y en a 4 chefs d'accusation dans sa carrière, ne pourra pas faire une demande de pardon. Quelqu'un qui est sentence vie, bien évidemment, ne pourra pas faire demande de pardon parce qu'il est sous la coupe des services correctionnels du Canada toute sa vie. Là, quand on parle de sentence vie, on parle des personnes qui ont commis des meurtres, là, jamais prémédités. Là. Donc, c'est assez rare que ça arrive. Puis, de toute façon, ils savent qu'ils ne vont pas faire une demande de pardon. Puis, toutes les personnes qui sont déclarées délinquants dangereux. Là. Mais ça aussi, c'est encore très, très rare que ça arrive. Ah, mais quand même. J'imagine que selon l'infraction, selon l'épaisseur de la feuille de route, comme on dit, après combien de temps qu'on peut faire la demande, j'imagine que ça impacte ça, du moins. Là. Ben, oui, en fait, ça va impacter, oui puis non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que selon les infractions, selon la période de carrière criminelle, c'est là que la décision de oui ou non à la fin va se prendre. Fait que si, par exemple, j'ai commis 18 infractions de nature sexuelle il y a 10 ans, puis que je fais pas montre de repentir, ça se peut que j'aille pas mon pardon, là. Parce que c'est pas un droit de l'avoir, c'est un privilège. De déposer sa demande, c'est un droit, mais de recevoir, c'est un privilège. Donc, c'est pas toutes les personnes qui vont déposer une demande qui vont avoir oui. Puis généralement, les personnes qui sont admissibles, les noms, il y en a pas tant que ça, mais des personnes, contrairement à ce qu'on peut penser, qui ont commis des infractions de nature sexuelle, c'est pas la majorité de la criminalité. Là. La majorité de la criminalité, c'est infractions contre les biens ou les infractions mineures contre les personnes, genre des menaces, des voies de fait mineures qui causent pas de lésions. Là. Par exemple, gifler quelqu'un ou lui donner un coup de poing. Si je reviens avec ta question qui était sur les délais, comme je disais tout à l'heure, une personne pour faire, si elle a été jugée après 2012, ça va être plus simple de comprendre comme ça, donc doivent terminer sa sentence au complet, ce qui veut dire incarcération à la maison aussi, paiement d'amende, probation, travaux communautaires, etc. Là. Donc, doit avoir terminé et attendre 5 ou 10 ans après la fin. Ce qui veut dire qu'une personne, par exemple, a commis une infraction, je sais pas moi, en 2005, s'est fait accuser
par exemple, en 2013, là, on va prendre comment c'était avant pour que ce soit plus simple. Donc, s'est reconnaître coupable en 2013, donc quand même un petit bout après. A eu 2 ans de prison à faire, 3 ans de probation ensuite. Puis, c'est ce qu'on appelle une mise en accusation, donc un acte criminel grave, entre guillemets. Donc, ce serait 10 ans plus tard. 2013, excusez-moi, plus 2, plus 3, ça fait 2018, plus 10, 2028. Pour un acte qui s'est passé en 2008. Donc, ça fait quand même 20 ans plus tard. Là. Donc, en 20 ans... C'est quand même assez long. Là. Effectivement, puis en 20 ans, on s'entend que quelqu'un a le temps de changer. Il y a des indécrottables qui ne changeront jamais, là, mais c'est une minorité, là, on s'entend. Oui, OK. Puis Alter Justice, là-dedans, qu'est-ce que vous faites? Vous les accompagnez à faire la demande? Bien, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on fait un premier contact avec les personnes. On va évaluer leur situation, voir est-ce que vous pouvez faire votre demande de pardon, est-ce que les infractions qui vous ont été reprochées sont admissibles. Donc, on regarde ça. Est-ce que la personne peut le faire? Quand est-ce qu'elle peut le faire? Donc, nous, on a accès à tous les plumitifs parce qu'on a des ententes puis tout ça. Donc, on est capable d'avoir accès à tout ça. Donc, on évalue quand est-ce que la personne peut le faire. Puis, si elle n'est pas admissible encore, on lui dit quand est-ce qu'elle va pouvoir le faire. Ensuite de ça, on fait des rencontres avec la personne. Donc, 3 rencontres généralement. La première qui suit le premier contact là, pour expliquer ce qu'est la démarche, qu'est-ce qu'elle devra faire. Donc, on va la guider dans tout ça. Puis après ça, les autres étapes, c'est pour terminer la démarche. Là. Donc, on va vraiment aider la personne, lui dire tu dois aller porter ça à telle place, tu dois faire telle chose. Et il va falloir que tu expliques puis écrire une petite lettre pour prouver au commissaire qui va prendre ta demande que tu mérites, entre guillemets, là, tu mérites, tu as le droit d'avoir ton pardon. Donc, on est vraiment à chaque étape à accompagner les personnes, à les guider, mais pas à faire à la place. Parce que nous, c'est une valeur très importante. Puis chez Alter Justice, on ne fait pas à la place des personnes parce qu'on croit à la responsabilisation de son passé et à l'autonomisation des personnes. Donc, ils sont capables de faire eux-mêmes leurs choses parce que c'est des grands garçons, des grandes filles. Et en prenant cette responsabilité-là, vont s'approprier leur situation, leur parcours de vie, en faire eux-mêmes, puis en faire sien. Puis après ça, ils sont plus fiers de leur parcours, on s'entend. Là. Oui, c'est clair. Puis, parce que c'est pas à nous de faire ça comme, puis vas-y, débarrasse-moi, puis je veux rien savoir de ça. Parce que nous, on n'aide pas ces personnes-là. Les seuls moments où on va vraiment faire beaucoup plus à la place de la personne, c'est, par exemple, les personnes qu'on a eues qui sont non-voyantes. Bien évidemment, écrire des formulaires quand tu es non-voyant, c'est un peu difficile. Quoi que c'est pas impossible. Non. Sinon, là, une personne qui est complètement analphabète, elle ne comprend pas les formulaires, fait qu'on va remplir avec la personne. Ou des personnes qui commencent à être un peu plus âgées, donc à moins comprendre certaines affaires, on va aussi aider parce qu'il y a des personnes qui sont en fin de vie qui veulent juste comme nettoyer le plateau, puis l'ardoise qu'on dit, puis de mourir sans antécédent judiciaire pour fierté personnelle. Ça, c'est super cool aussi. Là. Ben oui, vraiment. Puis ça, c'est entièrement gratuit. Là. Oui. Notre service Alter Justice, c'est entièrement gratuit pour la demande de pardon, les waivers. Il y a aussi les personnes qui ont eu des non-reconnaissances de culpabilité au sens où qui n'ont pas été reconnus coupables d'infraction. Dès qu'on passe en cours, ça laisse des traces. Fait qu'on est capable de rendre confidentielles ces traces-là aussi. Donc, on offre tout ça gratuitement parce que c'est notre mission de base d'aider les personnes qui ont eu des mêlées avec la justice à se réhabiliter parce que c'est important pour nous. Donc voilà, oui, c'est gratuit. Wow, c'est génial. Bravo, en tout cas. C'est une belle mission. Pour revenir sur un sujet qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui pense avoir vécu de la discrimination. T'en as glissé un mot tantôt, t'as parlé de ce qu'il pouvait faire. Dans le fond, si, dans un contexte, par exemple, d'emploi, il pense avoir vécu de la discrimination en lien avec le casier judiciaire, qu'est-ce que la personne peut faire? Clairement, la première chose à faire, c'est de se questionner, est-ce que c'est vraiment de la discrimination? Quelles sont les preuves que j'ai que ça en est, là? Puis après ça, c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Eux, en mentionnant qu'on pense avoir, parce qu'ils ont des formulaires de plainte, puis c'est clairement indiqué, je pense avoir été victime de discrimination à l'emploi. Donc, il faut expliquer la situation. Puis s'ils jugent que c'est fondé, ils vont enquêter.
OK. Puis après ça peut aller au tribunal civil là, pour des poursuites, tout ça. Puis tu sais, la commission, il envoie des affaires. Là. Il envoie, tu sais, autant sur le racisme que sur la xénophobie, etc., le capacitisme, puis tout ça. Il envoie là, des situations. Fait qu'ils sont habitués d'enquêter, puis je vous dirais que pour en connaître, ils sont assez tenaces, puis pour gratter assez loin, puis ils sont capables d'avoir des confessions de la part des employeurs. Puis les employeurs, après, ils font comme, je me suis mis le pied dans la bouche, hein. Pas mal. Ah ouais. Hein? Donc, recommandé là-dessus. Comme j'en ai parlé tantôt, les discriminations, c'est super difficile à prouver par contre. Ben oui. Mais lorsqu'on pense avoir été victime de discrimination, puis peu importe quelle raison, là, qui est inscrite à la charte, il faut porter plainte. Puis c'est en portant plainte qu'on va changer la société, puis qu'on va changer la perception aussi des gens face à ces motifs-là, puis face à leur comportement. Parce que c'est sûr que si jamais on se plaint puis on dit jamais rien, ben il n'y a pas de statistiques. Puis les gens se disent finalement c'est marginal, alors qu'il y a vraiment plein de monde qui ont vécu cette situation-là. Ben oui, parce que, tu sais, oui, c'est un effort, c'est une démarche quand même qui est prenante, mais il reste que si une personne vit une situation, elle porte plainte, même si, par exemple, l'enquête n'est pas ouverte, mais qu'il y a d'autres plaintes par rapport à ce même employeur-là, j'imagine qu'à un moment donné, il peut avoir ça peut soulever des questionnements. Là. Tout à fait. Ben c'est bon à savoir quand même que c'est possible. Oui, on le sait que c'est possible de le faire, mais que c'est encouragé de le faire là, dans ces situations-là. Sinon, est-ce que l'organisme Alter Justice offre d'autres services? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter sur ce que vous offrez, dans le fond? Oui. Bien, dans le fond, tu sais, là, on a parlé beaucoup du service pardon qu'on offre, qui inclut là, les rendre confidentielles certaines informations puis les passages aux États-Unis, là. Mais on offre aussi un service info. Donc, ce service-là qui est téléphonique, réseaux sociaux, courriel aussi. On donne l'information sur le casier judiciaire, c'est quoi les impacts, c'est quoi les recours en cas de besoin. On donne l'information aussi pour les personnes qui ont des questions sur la prison québécoise, c'est quoi les droits, c'est quoi les recours si on est discriminé à l'intérieur des murs sur nos droits, si les droits ne sont pas respectés. On offre des ateliers, puis ça, c'est notre seul service payant là, pour les organisations sur la cyberdélinquance et les jeunes. Donc, ça, c'est un atelier qui parle de tout ce qui est délinquance, cyberdélinquance, intimidation, consentement sexuel aussi, puis tout ce qui a rapport aux textos, puis les sextos, en fait, devrais-je dire, puis tout ce qui a rapport aux photos de mineurs, là, d'enfants de moins de 18 ans. Oui. Habituellement, qui est bien apprécié des jeunes parce qu'ils en apprennent pas pire. On fait aussi des ateliers sur le casier judiciaire, les impacts, les recours, un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, mais de façon plus structurée. Puis sur la détention, on va en détention, voir les personnes incarcérées pour leur parler de leurs droits. Puis tu sais, on fait beaucoup de sensibilisation, comme tantôt je disais, sur les réseaux sociaux, là, puis sur notre site web. Le site web qui est nouvelle mouture, qui est en construction encore un petit peu parce qu'il est arrivé un petit problème hier et en fin de semaine. Mais on a un beau site web qui est presque terminé au complet avec beaucoup d'informations. Si vous avez écouté Unité 9, à l'époque, quand c'est sorti, on a fait plein de fiches sur l'incarcération des femmes notamment. Super intéressant. J'invite tout le monde à aller voir ça, lire ça. Est-ce que tu peux nous dire l'adresse de ton site pour les auditeurs? Bien sûr. J'allais vers là, merci de me le rappeler. Donc, c'est le alterjustice.org. Les gens aussi peuvent nous trouver sur Facebook à Alterjustice, Instagram Alterjustice aussi, Twitter. On est aussi sur LinkedIn si vous voulez suivre des fois s'il y a des offres d'emploi. Vous pouvez aussi nous écrire au info@alterjustice.org. Et sinon, notre numéro de téléphone, c'est le 88 522 43 43. 88 522 43 43 pour ceux qui sont dans la région de Québec. Sinon, on a un numéro sans frais depuis cette année. Fait que ça fait pas très longtemps. C'est vraiment le fun. C'est le 1833 522 43 43. Puis, on a une équipe, là. On n'est pas une grosse équipe. On est une équipe de... Officiellement, on devrait être 4, mais actuellement, on va être 6 jusqu'à la fin de l'automne. On a eu des subventions, donc, on est vraiment une équipe super dynamique, super le fun. On est tous jeunes, puis on a vraiment à cœur tout ça. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des questions, les gens peuvent nous appeler, nous laisser un petit message, peuvent nous écrire sur les réseaux sociaux. En plus, on est vraiment open. Full accessible. Ben oui. Mais c'est important, tu sais, en 2021, après tout. Fait qu'il manque juste à avoir une chaîne TikTok puis faire des vidéos, puis on va être vraiment in. Là. À quand la chaîne TikTok? On a YouTube, c'est pas pire. Mais la chaîne YouTube. Mais quand même.
Bien, honnêtement, merci beaucoup, Daniel. Je trouve ça super intéressant. C'est sûr que toute l'information que j'ai, je vais pouvoir la partager aux gens de mon entourage si c'est quelque chose qui s'applique à eux. Aux personnes que je rencontre dans leur recherche d'emploi, je pense que tout le monde devrait connaître vos services, que tout le monde devrait connaître, en fait, les services du communautaire parce que dans le plupart du temps, c'est gratuit. Moi, c'est sûr que je vais référer les gens qui peuvent être intéressés par ça. Merci beaucoup. Bien, merci de m'avoir invité. Je suis très, très content. C'est super. Puis juste pour dire que, en fait, nous, on a un volet national. Fait que toutes les personnes du Québec peuvent nous appeler. Puis je vous dirais qu'au Canada, on est un des seuls services en français. Okay. Donc, on a des gens qui nous appellent d'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, parce qu'il n'y a rien d'autre. Puis même des gens de l'Europe qui veulent revenir au Québec. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à référer. Puis si on n'est pas capable d'aider les gens, on va référer vers le bon service d'aide. Oui, parce que vous les connaissez. On commence à les connaître, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Souvent, les gens ont peur d'appeler à quelque part puis de dire je veux pas aller là. Mais les gens, par exemple, chez Alter Justice, dans les organisations communautaires, savent où vous référer si jamais il y a quelque chose. Fait qu'hésitez vraiment pas à contacter ces services-là. Bien, merci beaucoup. Merci, Daniel. C'est vraiment intéressant. On va peut-être se laisser là-dessus. En fait, juste avant de vous quitter, si vous avez des questions, des suggestions, peu importe, en fait, vous avez des commentaires à nous faire, vous pouvez communiquer avec nous sur nos adresses courriel au cbreton ou cperron@libreemploi.qc.ca, cbreton ou cperron@libreemploi.qc.ca. Sinon, vous avez les coordonnées de Daniel ou on vous invite à vous rendre sur son site Internet. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez aimé notre premier épisode. Restez à l'affût sur la page Facebook de Libre Emploi. C'est là qu'on va annoncer les différents sujets qu'on va aborder dans les prochains épisodes du Balado des sans-emploi.